Nous allons passer tout de suite à l'intervention de Johanna Galleron, que j'ai le plaisir de présenter. Vous êtes professeure à la Sorbonne Nouvelle en littérature du XVIIIe siècle et spécialiste de l'histoire du théâtre de 1680 à 1750. À ce titre, Johanna Galleron a édité plusieurs auteurs que je ne connaissais pas du reste, comme Louis de Boissy et Michel Baron. Elle est aussi spécialiste de littérature roumaine. Mais c'est à un autre titre qu'elle partage notre réflexion ces jours-ci, dans la mesure où elle s'intéresse à une approche numérique de la littérature et spécialement aux humanités numériques, analyse assistée par ordinateur, textométrie. Elle dirige d'ailleurs un master dans ce domaine. Sa communication va nous inviter, je pense, à une réflexion renouvelée sur la dénomination de voyage savant et à une prise de recul sur les textes. Nous vous écoutons donc sur le sujet suivant, l'édition scientifique numérique des voyages savants, enjeux épistémologiques et techniques. Merci d'avance pour cette communication qui va nous projeter dans la réflexion à partir d'une perspective nouvelle. Merci pour cette introduction qui exprime ce que j'allais vous dire d'emblée. Je ne suis pas une spécialiste du voyage. Je représente ici une sorte de transfuge. Il y aura peut-être un choc culturel pour vous, celui de découvrir à quoi peuvent ressembler les voyages savants dans une perspective des humanités numériques. Alors, d'avance, toutes mes excuses. Si je vais trop vite sur certains points techniques, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai peut-être assumé des connaissances que vous n'avez pas. Je vais commencer par dire de quel voyage je vais parler. Il y a différentes définitions du voyage savant. Comme vous l'avez dit en introduction, Madame Weber, il n'y en a aucune, toutes se valent et aucune n'est définitive. Je suis partie d'une définition assez basique, considérant qu'un voyage savant croise un itinéraire et des objectifs scientifiques. Il en existe plusieurs sous-catégories. Donc, il y a des voyages de formation personnelle, et je pense que la question sur les réseaux qui a été posée décrit pas mal ce genre de voyages. Il y a des voyages d'études, comme par exemple d'analyse des pratiques et des institutions. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement au troisième type de voyage, celui que j'appellerais, faute d'un meilleur terme, un voyage de collecte. Qu'il s'agisse de collecte de spécimens, de représentations, de mesures, donc on peut avoir toute une série de catégories. L'objectif étant, dans le cadre de ces voyages, de constituer des données qui sont exploitables ultérieurement. Effectivement, on ne va pas mettre l'accent sur ce qui se passe dans le cabinet, là où on centralise ces données, mais effectivement, le voyage est comme orienté par l'idée qu'à un moment donné, derrière, dans un cabinet, quelqu'un d'autre, pas nécessairement celui qui a effectué le voyage, va exploiter ces données. Donc là, il y a différents exemples, j'en ai donné quelques-uns, vous en connaissez sans doute bien plus que moi. En fait, je ne vais pas parler de ces voyages très connus, de Python de Tournefort, de Cook, de Baudin, et j'en passe des meilleurs, mais d'un voyage plus inconnu. Et là, c'est un petit peu l'accident, le hasard qui fait que je me suis intéressée à ce voyage. Je cherchais, au moment où j'ai mis en place le master humanité numérique, une collaboration avec la Bibliothèque Sainte-Geneviève, puisque les humanités numériques, sur le plan international, sont souvent centrées dans les bibliothèques. Il y a une forte dimension patrimoniale et de restitution patrimoniale. Et nous sommes tombés d'accord sur l'intérêt de s'intéresser aux traces de l'expédition de la frégate Aurore, un voyage qui a eu lieu entre 12 mai 1767 et le 1er septembre 1767. Rien de bien exotique. Je n'aurai pas des passages aussi intéressants que celui qu'a cité Sarga Moussa. Ils vont tout simplement, tout bêtement, du Havre jusqu'à Amsterdam et retour. Voilà. Bon, mais un voyage quand même qui a son intérêt en tant que laboratoire de ma réflexion sur la façon dont on peut éditer le voyage savant. Alors, rapidement, qui sont les auteurs dans le sens scriptural du terme, mais aussi évidemment les parties prenantes dans cette entreprise de voyage. D'abord François César Le Tellier, marquis de Courtanvaux, qu'on peut définir rapidement comme un amateur éclairé, et deux véritables scientifiques, Alexandre Guy Pingret, prêtre effectivement, mais
authentiquement astronome, authentiquement géographe, dans le sens où il fait des calculs, il fait des relevés, il fait des mesures, et Charles Messier, lui aussi astronome de la marine. Un troisième personnage que je devrais citer d'emblée, en bas de la diapositive, Pierre Leroy, un des meilleurs horlogers de Paris à l'époque, en concurrence directe avec Berthoud, un autre horloger, et le contexte est celui du calcul des longitudes, sur lesquels je ne vais pas revenir en détail. C'est vrai que c'est une matière, si vous n'êtes pas familiarisé, vous ne pouvez pas tout à fait le voir, mais pour faire simple, il s'agit de tester un nouveau modèle de montre créé par Pierre Leroy. En fait, à la fois Pierre Leroy et Berthoud essayent de concurrencer et d'apporter une solution nationale française aux montres anglaises qui sont déjà sur le marché, mais qui sont sous un très grand secret. Voilà, parce que tout simplement, on a du mal à calculer la longitude, je le dis pour ceux qui ne voient pas la chose, parce qu'on n'a pas de point de référence. Donc, une des façons de la calculer, c'est de savoir quelle est la différence de temps entre le temps au point de départ et le temps où on se trouve en mer. Mais malheureusement, dès qu'on embarque une montre sur un vaisseau, pour toutes sortes de raisons, elle se dérègle. Donc, l'important est d'avoir des montres fiables qui vont garder le temps de l'origine. Qu'est-ce qu'on a à l'issue de ce voyage? De nombreuses traces, j'en ai mis que 3 sur l'écran. On a ici, à droite, je ne sais pas si vous voyez ma souris, donc, à droite, on a des journaux de voyage. Alors là, vous voyez le journal de Messier. Il existe également un journal de Pingré, journal dans le sens propre du terme, c'est-à-dire tenu au jour le jour sur le bateau. Ces différents journaux, ensuite, sont compilés dans ce que vous voyez au milieu, dans ce que va devenir la relation officielle. C'est une pratique qui est bien connue, bien documentée à propos des grands voyages de découverte de la fin du XVIIIe siècle. On publie une relation officielle, parfois plusieurs années après, ce qui dame le pion en fait, et ils se font damer le pion, par contre, par des participants individuels au voyage qui n'hésitent pas à publier bien avant leur propre relation. Et voici donc la troisième image, complètement à gauche, est celle du récit officiel de voyage tel qu'il a été publié. Il y a d'autres éléments, il y a un inventaire avant le voyage et après le voyage, il y a des lettres à propos de la construction du bateau sur lequel s'est effectué le voyage, et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer quelques images, non pas de la frégate Aurore qui a disparu, mais de la maquette de la frégate Aurore qui est conservée à la Bibliothèque Sainte-Geneviève et qui a fait l'objet d'une somptueuse restauration, donc vous pourrez la voir. Mais vous voyez déjà, donc, le bateau, c'est très scrupuleux comme représentation, et c'est un bateau. On n'est pas loin de la notion de voyage de plaisance, en fait. Et à un moment donné, d'ailleurs, le marquis de Courtanvaux, tout en prétendant être un scientifique, il abandonne l'expédition et il préfère rentrer en France en visitant les canaux de Hollande parce que ça l'intéresse. Donc, bon, il laisse un peu tomber toute cette partie scientifique. Le voyage est aussi l'histoire d'un échec. Je mets quand même un signe d'interrogation parce que ça n'est pas incomplet. Effectivement, les 2 montres qui sont testées ont de bonnes performances, mais pas suffisamment pour qu'elles soient primées dans les termes de l'Académie des sciences de France. Il faut dire que les conditions de navigation ont été extrêmement mauvaises, exécrables, plusieurs jours où ils n'ont pas pu effectuer des observations, il y a du roulis, il y a du tangage, ils ne peuvent même pas sortir du port à certains moments. En plus, on n'arrête pas de transporter les montres à terre, et ça, c'est pas bon, à la fois pour les conditions de test et pour les montres elles-mêmes. Le mélange des buts, cette dimension, je parlais de plaisance tout à l'heure, mais il y a aussi clairement de la part du marquis de Courtanvaux une sorte d'objectif nationaliste de tester l'adhésion des foules par rapport au pouvoir royal, au pouvoir central qu'il est en train de représenter. Et dans le journal, on insiste beaucoup sur le fait que la nation tout entière se réjouit de tels voyages scientifiques. Elle est derrière les scientifiques, à côté des marins, pour l'accomplissement de ces buts. Et du coup, il va falloir plusieurs voyages ultérieurs, celui de l'Anjoué, celui de l'Isis, celui de la Flore, pour tester des montres et pour perfectionner la méthode des longitudes que j'ai outrageusement simplifiée dans ce qui est présenté. Donc, dans l'ensemble, le voyage de l'Aurore est une contribution mentionnée, mais qui est jugée de peu de valeur. En revanche, je pense qu'incontestablement, par rapport aux critères que j'ai posés initialement, c'est un voyage savant, autrement dit, donc, un terrain approprié pour la réflexion sur l'édition des traces de ce type de voyage.
Diapositives techniques à partir d'ici, j'espère qu'elles ne seront pas trop rébarbatives. Alors, qu'est-ce qu'une édition numérique? Une édition numérique, l'enjeu, c'est de passer d'une approche, on va dire, analogique du document à une approche digitale. Selon une approche analogique du document, ce qu'on fait, c'est une remédiation. On transpose le papier sur un autre médium qui est l'écran. Et l'objectif principal qu'on a est celui de l'accessibilité et du partage. Effectivement, depuis qu'on a les manuscrits, vous pouvez déjà les consulter librement en ligne. Ils sont sur Internet Archive, donc vous pouvez les voir. Et du coup, ils deviennent accessibles à n'importe quel chercheur sur n'importe quel point du globe, à condition qu'il soit équipé d'Internet, d'ordinateur, etc. L'édition scientifique, l'édition numérique, veut aller plus loin. Son objectif est toujours l'accessibilité, mais il s'agit aussi de permettre la manipulation du texte. Il s'agit de permettre de faire des décomptes, il s'agit de pouvoir manifester des structures implicites, il s'agit de pouvoir mener des analyses à partir d'éléments en chaîne de caractères et d'éléments intellectuels qui sont apportés pour enrichir cette édition. Or, quels seraient les 3 principes de l'édition des voyages savants? Donc ça, c'est les principes que je vous propose, même s'ils ont l'air d'être des évidences ou des obligations, il s'agit plutôt de propositions. D'abord, il faut que l'édition de voyages savants ne soit pas qu'une remédiation. Deuxième chose, il me semble indispensable que l'édition d'un voyage savant ne se cantonne pas à la relation principale, au main narrative. La multiplicité des traces du voyage est importante. Les journaux tenus à bord, les cahiers d'observation, les étiquettes, les récits ultérieurs doivent être édités ensemble. Il y a et ce qui pose la question principale de l'alignement de ces traces à partir du moment où on a plusieurs objets, comment on les fait communiquer entre eux, comment on montre qu'un objet se trouve dans les deux. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur le discours personnel, sur la dimension littéraire du voyage. Il faut essayer de reconstituer la base de données. Un voyage savant, c'est aussi une base de données. Mais à l'inverse, il me semble que c'est une impasse d'envisager d'éditer ces voyages uniquement sous la forme de base de données. Ça a été fait, et avec des résultats estimables. Par exemple, à propos des registres des recettes de la Comédie Française, ça a été transformé en base de données, mais au prix de l'écrasement de tout le texte qui accompagne ces données. Donc, il me semble important de préserver le contexte, le lien entre l'endroit où apparaît la donnée et la narration ou les observations qui l'accompagnent. À partir de là, je crois qu'il faut inventer un modèle d'annotation qui tienne compte de ce que j'appelle les catégories de la relation savante. Et vous me pardonnerez, c'est là où mon incompétence sur le voyage savant probablement montre ses limites. J'ai essayé d'être aussi général que possible à partir de l'observation d'un aussi grand nombre de récits de voyage que j'ai pu trouver, mais il se peut que j'ai raté des choses. Cependant, il me semble qu'il y a 6 catégories qui vont revenir dans tous les voyages savants et à propos desquelles il faut trouver une transcription numérique, une transposition numérique. Les trajets, bien entendu, en faisant attention aux moyens de locomotion, aux dates et aux lieux. Vous voyez, ça, c'est des choses à encoder à chaque fois. La date, les lieux, le moyen de locomotion. Les rôles, les personnages, bien sûr, mais aussi leurs fonctions. Le matériel. Dans votre introduction, vous avez parlé de l'importance de ce matériel. Et moi, j'ai pensé déjà à la question de la désignation de ce matériel, qui n'est pas neutre. Il y a une dimension de nomenclature, taxonomie et règles. Un voyage savant ne s'écrit pas, c'est tout bête, on apprend à nos enfants depuis le collège que le temps se mesure universellement en secondes, l'espace se mesure universellement en mètres, même si on a d'autres divisions comme le kilomètre, etc. Mais ce genre de taxonomie existe, du moins au XVIIIe, XIXe siècle, où j'ai regardé plus particulièrement, et parfois elle s'élabore à bord, et il me semble que ce n'est pas la partie la moins intéressante de la lecture de ces voyages savants, cette élaboration d'une façon de dire le monde et de dire le monde de façon objective, précise. Peut-être pas objective, mais précise. Les opérations effectuées. Alors, moi, j'en ai trouvé ces opérations d'échantillonnage, d'observation, mesure, expérience, collecte, préparation, cartographie, dessin, analyse. J'ai été très intéressée par ce que vous avez mentionné, le fait qu'on peut voler des spécimens. Je ne sais pas très bien comment le faire entrer dans ma liste, mais je pense que c'est effectivement une dimension à prendre en compte. J'avais plutôt trouvé une autre catégorie perpendiculaire à cette liste d'échantillonnage, etc. C'est les opérations qui sont prévues
et les opérations qui sont imprévues. On part avec un objectif et puis finalement on fait d'autres choses à bord. Et bien sûr, il faut trouver un moyen d'annoter les résultats. Quelle est leur expression, quelle est leur organisation, quelles sont les unités de mesure utilisées, ce qui est différent des nomenclatures. Vous voyez, les nomenclatures, ça passe directement. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ce que je propose là, en fait, c'est aller un petit peu plus loin que l'approche éditoriale. On sait faire de l'édition numérique en s'inspirant pas mal de la philologie, qui nous a donné tout un tas de choses. Mais la philologie s'intéresse à quoi ? S'intéresse à la matérialité du texte. Et effectivement, elle est importante et il ne s'agit pas de l'effacer. Voilà. Mais je ne suis pas certaine que c'est tout à fait ce qui vous intéresse en tant que spécialiste du voyage savant. Donc, vous avez là un exemple, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que le temps passe, de la façon dont on va traiter les choses dans une perspective purement éditoriale, en se concentrant sur la structure du texte et sur ses spécificités. On essaie de reproduire l'original et j'essaie de vous montrer ici comment le faire. Mais ce que j'essaie de proposer, c'est une approche que j'appelle sémantique, c'est-à-dire à travers laquelle on essaie d'annoter l'information. Et là, par exemple, je n'ai pas eu le temps de montrer les premières diapositives, mais vous verrez que dans une perspective purement philologique, je commets un certain nombre de péchés, à commencer par le fait que je réinterprète la notion de paragraphe. P veut dire paragraphe, là où c'est en rouge. P veut dire paragraphe. Mais en fait, chez moi, un paragraphe n'est plus un paragraphe du texte, c'est ce que j'appellerais une opération, que je définis comme étant une opération de mesure, à l'intérieur de laquelle j'ai un certain nombre d'informations qu'il a fait, en l'occurrence c'est Pingré, l'observateur, à qui j'ai attribué un rôle. Qu'est-ce qui a été fait à observer le passage du soleil ? Comment, avec l'instrument de M. Canivet, je suis dans la définition du matériel, et là, j'ai sauté les résultats, mais vous avez un petit peu plus bas des résultats. Par exemple, valeur, la valeur 27 degrés, 50 minutes, etc. Donc, j'annote les résultats. J'annote de nouveau le matériel correspondant. Et là, c'est intéressant, ce que nous permet cette approche sémantique, c'est que du coup, je peux annoter y compris les pronoms personnels. Et grâce à l'identifiant unique pendule marine, je sais que ce pronom personnel renvoie au même type de matériel qui a été développé ailleurs. Je peux concaténer des valeurs d'attributs. Donc ici, par exemple, j'ai un paragraphe dans lequel j'ai plusieurs choses qui se passent à la fois. C'est à la fois un mouvement, une mesure et une action, parce que le roi est allé remonter les pendules, etc. Et un autre élément, et je vais très très vite on pourra revenir sur tout ceci, une édition numérique va permettre non seulement de recueillir dans son en-tête la liste complète des participants, ce qui est déjà ce qu'on fait dans une édition, je dirais, philologique simple, mais aussi on peut avoir une série une taxonomie, comme par exemple ici j'en ai proposé une pour les différents instruments qui étaient embarqués au bord de l'Aurore, et qui me permet donc de les retrouver d'un seul coup, mais aussi de préserver la possibilité de voir combien de fois chacun des instruments est utilisé au cours du voyage. Voilà. Et la partie encore plus compliquée, qui est entre la philologie et la sémantique, je vous parlais de l'invention d'une langue, ce sont des astronomes, ils vont utiliser un certain nombre de notations d'objets célestes qui préexistent, mais il y en a d'autres qui leur sont propres, notamment des cercles avec des tangentes qui leur servent à montrer qu'est-ce qu'ils ont vu à travers la lunette. Et donc là, pour une partie de ces glyphes, c'est vrai que c'est petit, on peut trouver des tables de code à travers la table Unicode, mais pour d'autres, tout ce qu'on peut faire, c'est de les décrire. Caractère formé d'un cercle avec un point au milieu, bon, ça c'est le soleil, on peut le trouver dans la table Unicode, mais caractère formé d'un croissant de lune montante avec une ligne tangente à droite, ça on ne peut pas le trouver sur une table Unicode. Mais du coup, comme on peut le décrire, on s'est inventé une sorte de caractère qu'on peut appeler dans l'édition du texte. Voilà. Et autre chose, cependant, vous voyez, par rapport à cela, donc je garde la description du caractère, mais je substitue dans le texte un mot. Le mot Jupiter n'apparaît pas dans le texte, mais je sais que, en fait, ce caractère-là a été inventé pour dire ceci est le passage de Jupiter, donc je peux suppléer cela dans le texte, ce qui rend le texte plus lisible et qui me permet d'interroger la base de données que ça forme.
Alors, je suis allée très vite, mais je peux vous dire que tout ce que je propose là est à la fois critiquable du point de vue de la philologie pure et simple, bien sûr critiquable du point de vue des voyages savants, mais c'est précisément le but de cette proposition, d'être discutée et d'aller plus loin. La dernière chose à partir de laquelle, j'ai oublié un troisième point de critique, c'est que s'il s'agissait de faire ceci sur tous les voyages savants, bien sûr, il faut beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de temps. Et donc, c'est critiquable du point de vue de nos financeurs. Mais si on n'a pas une proposition englobante vers ce qu'on peut faire, je crois que ça empêche d'y aller, de trouver les moyens d'y aller. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour vos questions. Et merci beaucoup pour cette communication qui, effectivement, renouvelle notre manière de voir le voyage savant et qui donne des propositions très stimulantes et qui pose aussi vraiment des questions intéressantes du point de vue ces fameux signes illisibles. Vous nous donnez des clés pour les retrouver immédiatement. C'est très précieux. Alors, on a un peu de temps pour discuter et on s'en réjouit. Anne-Gaëlle Weber. Merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment passionnant. Et comme l'a dit Madame Gomez-Géraud, je pense qu'en fait, il y a derrière des vraies questions épistémologiques que vous avez évoquées sans vouloir vous y attarder, et qu'on n'est pas forcément que des philologues non plus, et notamment pour ce qui est des relations de voyage savantes, donc à la fois dans leur forme originale et dans le nombre de journaux publiés à côté, des naturalistes, autres qui ont servi, je trouve que ça pose très clairement aussi la question de ce qu'est un auteur, de ce qu'est un texte original, parce que vous avez dit le texte original, alors j'imagine que c'est la relation officielle publiée telle qu'elle a été publiée, mais on pourrait très bien se demander si c'est ça, ou si sont les nombreuses variations parfois dans certains voyages célèbres comme ceux de Cook, qui ont été réédités de multiples fois et les textes les plus cités ne sont pas forcément la relation officielle qui était trop lourde, trop chère, et Dieu merci qui a été numérisée pour les chercheurs actuellement. Voilà. Donc autant de questions essentielles. Moi je me demandais si l'outil que vous proposez, mais j'ai bien compris qu'on lançait un appel à contributeurs et à fonds, et j'espère qu'on pourra y participer tous, si l'outil que vous proposez peut aussi montrer ou mettre en évidence parfois les différences, parfois les blancs, parfois les problèmes d'orthographe que moi j'ai souvent rencontrés en fait, où un même lieu est orthographié de manière différente, ou les mentions de durée en fait pour l'itinéraire que vous proposez, où on est un certain nombre à avoir essayé parfois à partir du récit de voyage de reconstruire l'itinéraire, et on se rend compte que parfois les voyageurs ne sont pas allés dans les lieux qu'ils mentionnent ou n'y ont pas passé suffisamment de temps pour faire les observations qu'ils font. Et j'ajouterais l'anonymat des savants dits indigènes sous la plume, qui parfois sont très mal désignés et très difficiles à retrouver. Donc est-ce que vous avez un moyen, en plus de tout ce que vous faites dans votre édition scientifique, de montrer ces discordances? Je dirais que c'est précisément l'objectif de cette édition scientifique. Dans une présentation que j'ai faite à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, je m'étais concentrée précisément sur la différence entre le traitement du même journée dans les observations initiales de Messier, dans son journal de voyage, dans la relation manuscrite pré-publication, et entre cette relation manuscrite pré-publication et la publication finale. Et on voit bien, et c'est l'intérêt de ce travail sur la structure, c'est celui sur lequel je suis passée le plus vite, et je suis revenue sur cette diapositive, je suis désolée, mais je me rends compte que le marron n'est pas très très lisible, mais vous voyez, le texte est divisé en donc div type day, donc je peux travailler par journée et j'ai plus l'unité de la page comme élément organisateur, et donc à partir du moment où vous voyez j'ai les dates, et les dates sont selon une façon de les désigner officielle, donc 20 mai 1767, ça me permet de faire les correspondances très rapidement et de voir très rapidement comment les textes s'alignent ou ne s'alignent pas. Quant à l'encodage des pronoms, c'est précisément là où il me semble que c'est intéressant et que ça jette une nouvelle
perspective sur l'octorialité, parce que ça modifie les poids, hein, notamment par exemple le poids qui est donné au marquis de Courtanvaux dans la relation imprimée n'a rien à voir avec ce qu'on réussit à identifier d'après les relations manuscrites, où il apparaît, et c'est assez outrageusement fait, puisque Courtanvaux, j'ai fait le calcul et je le mettrai dans la communication écrite, Courtanvaux, dans son journal imprimé, évoque Messier et Pingré à peu près une vingtaine de fois sur 50 pages. Alors qu'à l'inverse, quand on va dans les récits, par exemple dans le journal de Messier, on trouve quelque chose comme 118 mentions de Pingré pour la même quantité de texte. Donc on voit bien que c'est pas, les rôles sont redistribués selon des logiques qu'on peut comprendre ultérieurement et qu'on peut analyser surtout. Donc, par contre, est-ce qu'on peut retrouver l'octorialité de ces savants indigènes? Ça dépend dans quelle mesure la trace du voyage en a gardé la mémoire. Mais on peut s'ils sont dans la trace du voyage, effectivement, on peut leur donner des identifiants uniques et on peut comptabiliser leur contribution.